Nous voulons la paix, nous membres du FRAPP. Nous souhaitons la paix, nous membres du FRAPP. Et nous allons continuer à œuvrer pour la paix. Mais l'autre nom de la paix s'appelle justice. L'autre nom de la paix s'appelle respect de tous les droits, notamment constitutionnels. Je vous remercie. Nous allons donner la parole à notre doyen. Voilà. Oui, mieux vous mettre ici. Voilà, bonjour. Je remercie Guy Maris d'être... Qui a bien voulu nous recevoir, voilà, malgré son emploi du temps que nous savons très chargé. Je remercie donc l'honorable Guy Maris Sagnan d'être venu nous voir aujourd'hui avec une délégation du FRAPP. Le FRAPP, c'est un mouvement citoyen. Il faut que les gens sachent faire la part des choses. Le FRAPP n'est pas un parti politique, c'est un mouvement citoyen qui se bat depuis maintenant une décennie pour que les droits et les libertés des citoyens dans ce pays soient respectés. Tout le monde a connu Guy Maris Sagnan dans ce combat. Il a payé le prix fort pour ce combat, avant même de s'engager dans l'arène politique. Donc, nous recevons aujourd'hui le FRAPP, un mouvement citoyen qui, comme nous, se bat pour que les droits et libertés soient respectés. Nous avons tout le temps dit et redit, et je crois que dans ce pays, lorsque vous discutez avec les diplomates, tout le monde reconnaît que lorsqu'une manifestation est autorisée, lorsqu'elle est encadrée, elle se passe de façon pacifique. Une autorité de ce pays a d'ailleurs reconnu cela, une autre autorité, en me disant que lors de la dernière manifestation du F24, que des jeunes qui voulaient s'attaquer au FDS ont été rappelés à l'ordre par Abbas Fall, je crois, qui s'est emparé du micro des mains de Daouda pour dire « Boulen yak suñu réunion, Boulen yak suñu meeting ». Et qui les a vivement, évidemment, réprimandés pour qu'ils arrêtent de provoquer les FDS et de, évidemment, créer des troubles dans cette manifestation. Donc, lorsqu'une manifestation est autorisée, il s'est toujours passé de façon normale. Et en matière de liberté publique, le régime, c'est l'autorisation. Le président Abdoulaye Wade a eu le mérite dans ce pays parce qu'il a beaucoup souffert des interdictions de manifestation. Nous qui avions été là entre 1988 et 2000, je sais qu'il a plusieurs fois été arrêté, brimé. Ses partisans ont été torturés simplement parce qu'ils voulaient exercer ce droit. Et c'est pour cela qu'en 2001, il a fait adopter une nouvelle constitution où il a mis fin au régime des autorisations. On dit le préfet n'a pas autorisé. J'ai dit non. Dites le préfet a interdit. Parce qu'on n'est plus dans le régime des autorisations. Aujourd'hui, si vous voulez manifester, vous écrivez au préfet pour lui notifier, pour l'informer que vous voulez manifester, pour qu'il prenne les dispositions pour encadrer votre manifestation. Et c'est cette philosophie, n'est-ce pas, des libertés, qui est celle des Nations Unies, du droit international. C'est qu'on considère dans le droit international que la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique est fondamentale. C'est elle qui permet de revendiquer tous les autres droits. Si à Ndiaganiao ou à Fongolimbi ou au Fouta, les gens n'ont pas de courant, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils ne peuvent le faire savoir aux autorités qu'en exerçant le droit de s'exprimer, en exerçant le droit de se rassembler, de manifester, quelle que soit la forme de manifestation qu'ils puissent faire. Donc c'est un droit qui est au centre, n'est-ce pas, de toute l'architecture des droits humains et qui est également un droit central dans un État démocratique. Il ne doit pas être limité de façon abusive. Bien entendu, si vous faites du droit international, on vous dit qu'il y a des droits qui sont absolus et d'autres droits qui ne sont pas absolus. On considère que la liberté de manifestation peut être limitée dans des circonstances exceptionnelles.
Et dans ces circonstances exceptionnelles, on entend des situations où, évidemment, l'État même, l'existence de la nation est en danger et que des mesures s'imposent pour préserver l'existence de la nation. Si vous avez bien suivi, moi je suis allé jusqu'à, pendant la Covid-19, n'est-ce pas, jusqu'à reconnaître à l'État le droit, n'est-ce pas, de ne pas autoriser des manifestations. L'exhortant même à s'approcher des chefs religieux pour que de grands événements religieux à l'époque soient reportés. Parce que c'est notre existence qui était en danger. C'est justifié dans ces contextes. Mais en dehors de ces contextes, et pour un temps bien déterminé, on ne peut pas interdire les manifestations comme on le fait en ce moment. Si vous avez lu la déclaration du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies qui est parue le mardi, il y a quelques jours, ils reviennent sur les interdictions de manifestations qui devaient avoir lieu et le vendredi et le samedi de la semaine passée, pour les déplorer. Ça, c'est les Nations Unies, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. L'instance qui, dans le monde, a la responsabilité de s'occuper des droits de l'homme. Dit au Sénégal, non seulement vous avez violemment réprimé une manifestation qui a causé 16 morts selon votre bilan, un bilan beaucoup plus lourd pour nous Amnesty, mais vous avez continué à interdire les manifestations, y compris celles qui devaient avoir lieu vendredi et samedi passé. C'est pour vous dire encore une fois que ces interdictions ne sont pas fondées, pas du tout fondées, et que beaucoup de lois qui sont invoquées par les préfets pour interdire les manifestations sont des lois obsolètes, des lois anachroniques, des lois héritées de la France coloniale. Le code pénal de 1966, c'est un code pénal hérité de la France coloniale. On n'a fait que changer en mettant Sénégal un peu partout. C'est ce code-là que nous avons. La plupart des articles renvoient à des lois françaises de 1800. Et tous les changements du code pénal qu'on a initiés depuis 1966 n'ont pas essayé justement d'adapter nos lois avec l'évolution du droit international. Tout ce qu'on a fait, c'est de corser les lois et de corser les peines. On a mené de nouveaux délits avec des peines beaucoup plus lourdes. Et aujourd'hui, on est dans une situation où le président du Sénégal, s'il veut être un dictateur, il sera un dictateur. Parce que les lois du pays et la faiblesse des contre-pouvoirs lui permettent d'être un dictateur. Et le seul rempart, dès l'instant que la justice ne peut être un rempart, c'est la mobilisation citoyenne. Mais de façon pacifique. Parce que comme je dis, nous faisons la promotion du droit de manifester, mais de manifester de façon pacifique. Et donc, nous lançons un vif appel au président Macky Sall pour lui dire qu'aucun Sénégalais ne se réjouit de la situation dans laquelle le pays est aujourd'hui. Je le dis et je le répète, nous avons tout le temps été fiers lorsque nous participons à des réunions internationales et que le Sénégal est cité en exemple. C'est ça qui fait notre fierté en tant que Sénégalais. On va dans des réunions, le Sénégal est cité en exemple. Ça nous fait beaucoup de fierté. Mais lorsque le Sénégal est critiqué dans toutes les arènes, autant les dirigeants rasent les murs, autant nous aussi nous rasons les murs. Parce que quelque part, c'est aussi notre échec en tant que société civile de n'avoir pas été en mesure d'empêcher que le pays puisse entrer dans des dérives. Donc, il est temps que, évidemment, il pose des actes forts et des actes concrets pour ramener la paix dans ce pays. D'abord, en autorisant les manifestations, parce que chaque fois qu'elles sont autorisées, elles se passent de façon pacifique et les gens y rentrent chez eux tranquillement. Deuxièmement, qu'ils mettent fin à toutes ces arrestations arbitraires auxquelles ils procèdent tous les jours. C'est tous les jours qu'on se réveille et qu'on entend que tel a été arrêté à Dakar, a été arrêté à Kaffrine, a été arrêté à Ziguinchor, a été arrêté à Koungheul. Ça n'a jamais été le cas sous Abdou Diouf. Nous ne connaissons pas la période senghorienne, mais jamais cela n'a été le cas sous la période d'Abdou Diouf. Et Dieu sait que la lutte entre Diouf et Wade a été une lutte extrêmement dure, extrêmement âpre.
Mais jamais Diouf n'a autant usé et abusé de l'appareil judiciaire pour neutraliser ses adversaires. Donc, il faut qu'il mette fin, qu'il autorise les manifestations, qu'il mette fin à ces arrestations arbitraires auxquelles il procède tous les jours et qui ne servent à rien. Je ne connais pas un seul membre du FRAPP qui est allé en prison, qui est ressorti et qui a dit « Moi je quitte, j'abandonne le combat parce que la prison de Rebeuss elle est très dure. Elle est surpeuplée, les gens ne peuvent plus se coucher à 11, etc. » Tous ceux qui en ressortent sont encore plus déterminés dans leur volonté de se battre pour les libertés. Donc cela ne sert à rien d'emprisonner les personnes, de surpeupler les prisons. Alors, surtout qu'on nous dit que voilà, la population carcérale a augmenté, mais les budgets n'ont pas augmenté. Et du coup, aujourd'hui, l'administration pénitentiaire a des problèmes énormes pour nourrir les détenus. Donc, mettre fin à l'interdiction des manifestations, mettre fin aux arrestations arbitraires et mettre fin aussi au blocus du domicile d'Ousmane Sonko. Ils reconnaissent eux-mêmes que ce blocus est illégal. On nous dit oui, le blocus est fondé sur la doctrine de maintien de l'ordre. Quelle doctrine? Dans un état de droit, tous les actes que pose l'État doivent être fondés sur le droit. Vous ne pouvez pas dire aux citoyens respectez la loi. Si vous, État, vous faites des agissements en porte-à-faux avec la loi, de quelle doctrine on nous parle de maintien de l'ordre? La doctrine de Paul Biya. Ah oui, Paul Biya a maintenu son opposant, Maurice Kamto, de la même manière que Sonko est maintenu aujourd'hui en prison, de façon illégale, pendant plus de 3 mois. Vous avez suivi l'actualité, non? Maurice Kamto. On l'a maintenu en prison pendant 3 mois de façon illégale. Une séquestration. Au Congo-Brazzaville, c'était la même chose, contre le général Mokoko. Alors, le Sénégal va maintenant s'inspirer de la doctrine de maintien de l'ordre du Cameroun ou du Congo-Brazzaville ou de ce régime d'Afrique centrale. Mais non. Vous savez, quand la France dit que le Sénégal doit rester fidèle à sa longue tradition démocratique, pour ceux qui savent interpréter, c'est une invite à dire à Macky Sall, ne laisse pas la tradition démocratique sénégalaise, qui date depuis la période senghorienne. Premier pays en Afrique subsaharienne à avoir autorisé le multipartisme, Senghor. Quand il partait, on était en tête. Vous parlez des droits de l'homme en Afrique à cette époque, Sénégal est en tête. C'est le seul pays qui avait le multipartisme, même s'il était limité à 4 courants. Et Senghor, dans son discours d'adieu, disait « Je vous recommande, n'est-ce pas, parmi les recommandations, il dit « Ayez un grand amour de la démocratie, un grand amour des droits de l'homme et des libertés. » Si vous voulez écouter son discours de départ. Abdou a essayé de respecter cette tradition, malgré la situation difficile qu'il a gérée, l'ajustement structurel, le mécontentement, etc. Abdoulaye s'est débrouillé pour respecter, même si les derniers mois de son règne ont été un peu difficiles. On ne peut pas comprendre que le plus jeune des présidents, celui qui est né après l'indépendance, celui dont l'arrivée au pouvoir a suscité tellement d'espoir, parce qu'il y a eu 11 morts pour qu'il arrive au pouvoir, se transforme suffisamment en un président qui est devenu un fossoyeur de liberté, qui vaut aujourd'hui le Sénégal d'être critiqué par toutes les nations du monde. Ce sont toutes les nations du monde, toutes les organisations internationales qui ont aujourd'hui critiqué le Sénégal. Toutes en question. Regardez les médias internationaux, les principaux médias, que ce soit les médias spécialisés en économie, dans les affaires, tous ont fait un focus sur le Sénégal. Mais c'est mauvais pour les investisseurs étrangers qui doivent venir, qui doivent créer des emplois pour les jeunes. Parce que les emplois, ce n'est pas l'État qui les crée, c'est le privé qui les crée.